Rebonsoir tout le monde, jamais 203, nous allons reprendre. Donc, comme je disais, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut réaliser l'analyse du compte de résultat, qu'on appelle aussi l'analyse du CPC, compte de produits et charges. Un compte de résultat, contrairement au bilan qui est un document cumulatif depuis la création de l'entreprise, est un compte qui, dont les compteurs sont remis à zéro chaque début d'exercice comptable. Il est composé de deux colonnes. La partie de gauche est appelée charge, la partie de droite est appelée produit. Et la différence entre les produits et les charges nous donne le résultat. Si les produits sont supérieurs aux charges, il s'agit d'un bénéfice. Et si les charges sont supérieures aux produits, il s'agit d'une perte. Le compte de résultat est composé de trois éléments principaux. Nous avons la partie exploitation, et donc nous avons les produits d'exploitation d'un côté. C'est toutes les recettes liées directement à mon activité principale. Et nous avons de l'autre côté l'ensemble des dépenses, les charges d'exploitation, donc l'ensemble des dépenses liées à mon activité principale. Après, nous avons le produit financier au niveau des produits et les charges financières. La différence nous donne le résultat financier. Et nous avons les produits non courants, appelés aussi produits exceptionnels, moins les charges non courantes, appelées charges exceptionnelles. Ok, je ne vais pas perdre plus de temps pour analyser, pour décrire un compte de résultat, mais je vais vous décrire l'ensemble des soldes et donc des résultats intermédiaires qui ont des significations comptables, économiques et des fois financières et qui sont là pour nous aider à analyser ce compte de résultat. Alors tout d'abord, le premier solde à calculer, c'est la marge commerciale. Alors la marge commerciale correspond à un résultat dégagé par rapport à l'activité purement commerciale. Okay? Si l'entreprise n'a pas d'activité commerciale, elle n'est qu'industrielle, okay? Nous allons avoir vente de marchandises zéro, achat de marchandises zéro, et donc vous n'avez pas de marge commerciale à calculer. Ce n'est pas parce que l'entreprise est industrielle que vous allez bloquer au niveau du premier solde intermédiaire, au niveau du premier état de solde de gestion. Donc, s'il vous plaît, d'ailleurs, à partir d'un compte de résultat, vous pouvez déterminer l'activité de l'entreprise et savoir si elle a une activité commerciale, si elle a une activité industrielle ou si elle a une activité commerciale et industrielle à la fois. Ok? On l'appelait avant commerçant industriel, mais ce mot a été retiré de la langue française et on préfère l'appeler aujourd'hui commercial et industriel à la fois. Donc le premier solde que nous allons calculer aujourd'hui, c'est la marge commerciale et comme je l'ai dit, il s'agit du résultat dégagé de l'activité purement commerciale. Il est calculé à partir du chiffre d'affaires, donc l'ensemble des ventes de marchandises. Donc vente de marchandises, moins le coût d'achat des marchandises vendues. Le coût d'achat des marchandises vendues se compose de l'achat de marchandises plus ou moins la variation de stock de marchandises. Le plus ou moins veut dire que si ma variation de stock est positive, je vais l'additionner à mon achat de marchandises pour finalement constituer mon coût d'achat des marchandises vendues. Et si ma variation de stock est négative, je vais la soustraire de mes achats de marchandises pour me donner mon coût d'achat des marchandises vendues. Le deuxième solde que nous allons calculer, c'est la production de l'exercice. Alors, ce solde-là, contrairement au premier solde, ne concerne que les entreprises purement industrielles. Ok? C'est un solde qui nous donne une idée sur l'activité de production de l'entreprise. Et il est calculé de la sorte. C'est ma production vendue. Et donc, c'est ma vente de produits finis. Plus ou moins la production stockée. Plus la production immobilisée. Que nous appelons aussi produit fait par l'entreprise pour elle-même. De par mon expérience, à chaque fois que je pose la question à mes étudiants et je leur demande de m'expliquer ce que c'est qu'une production immobilisée, ils bug. Donc je préfère
donner un exemple pour que tout le monde comprenne ce que c'est qu'une production immobilisée. Donc, ma production vendue, c'est la vente de mes produits finis. Plus ou moins la production stockée de produits finis. Si j'ai un stock de produits finis positif, je l'additionne. S'il est négatif, je le soustrais. De produits finis. Et ma production immobilisée, il s'agit de biens qui sont faits par l'entreprise pour elle-même. Je vous donne un simple exemple. Renault fabrique des voitures. Le service commercial a besoin, la direction commerciale a besoin de 5 voitures pour les commerciaux. Ils ne vont pas aller acheter X voitures ou Y voitures du marché. Ils vont prendre tout simplement 5 voitures de la production. Ok? IBM, Apple, Dell ont besoin de 10 ordinateurs pour les ressources humaines. Ils ne vont pas aller acheter ou aller je ne sais pas quoi, acheter d'autres ordinateurs d'une autre marque. Ils vont tout simplement récupérer ces immobilisations, ok, de la production et les remettre aux personnes pour les utiliser. C'est pour cette raison, et le plan comptable général nous dit que toute immobilisation qui est faite par l'entreprise pour elle-même doit être valorisée par rapport à son coût de production. Et donc, il va falloir calculer, pour avoir déjà mis en place le système de calcul de coût complet pour pouvoir déterminer son coût de production. Et pourquoi par rapport au coût de production? Parce que tout simplement, l'entreprise a récupéré à partir de sa production ces biens-là pour les utiliser pour elle-même. Donc, on n'aura pas incorporé les charges relatives à la distribution puisque le produit n'a pas été vendu. Et c'est pour ça qu'on ne le prend pas par rapport au coût de revient, mais par rapport au coût de production. Alors, c'est un solde qui ne présente pas de soustraction. C'est un solde où il n'y a que des additions. Et d'ailleurs, c'est le seul solde où il n'y a que des additions. Après la production de l'exercice, nous allons calculer le troisième état de solde de gestion, le troisième solde intermédiaire de gestion, qui est très important et qui est la valeur ajoutée. Vous savez tous que la valeur ajoutée exprime la richesse créée par l'entreprise. C'est un ratio qui a une signification économique aussi. Pourquoi? Parce que la somme des valeurs ajoutées correspond au PIB, au produit intérieur brut. Donc la somme des valeurs ajoutées créées par une nation correspond à son PIB. Ok? La valeur ajoutée est un ratio très important. Pourquoi? Parce qu'il permet de déterminer la richesse créée par l'entreprise. Cette même richesse sera partagée et distribuée sur tous les partenaires de l'entreprise. C'est à partir de la valeur ajoutée que nous allons payer nos salaires et donc rémunérer les salariés à travers le paiement des salaires. Que nous allons payer l'État à travers le règlement des impôts et taxes. Que nous allons payer nos banques et institutions financières à travers les charges d'intérêt. Que nous allons payer les associés ou actionnaires à travers le versement de dividendes et que nous allons payer l'entreprise elle-même, okay, à travers les dotations aux amortissements et les réserves qui correspondent à toute la partie du bénéfice qui n'est pas distribuée. Je vais en parler rapidement tout à l'heure. Donc la valeur ajoutée ou la richesse créée par l'entreprise correspond à la marge commerciale moins la production de l'exercice moins les consommations intermédiaires. Alors, les consommations intermédiaires, c'est la seule partie de tous les soldes que nous allons calculer qui peut poser problème aux élèves. Pourquoi? Parce que c'est la seule appellation qui regroupe plusieurs comptes en même temps. Soyez intelligents. Alors, c'est les achats de matières premières, plus ou moins la variation de stock de matières premières, plus les autres achats et charges externes. Ok? Si vous n'arrivez pas à l'assimiler comme ça, dites-vous que
je calcule la valeur ajoutée. OK? Et donc, c'est ce qui permet de rémunérer, on a dit, tous les partenaires de l'entreprise. Donc, je vais prendre toutes les charges qui viennent avant les charges de personnel, à l'exception de l'achat de marchandises et la variation de stock de marchandises que j'ai déjà pris. Donc, même si vous n'arrivez pas à assimiler que veut dire les consommations intermédiaires ou les consommations en provenance des tiers, ok, rappelez-vous que, ok, l'achat de marchandises et la variation de stock de marchandises, je les ai pris. Les charges de personnel rentrent dans le cadre du calcul de l'EBE qui vient après la valeur ajoutée. Donc je prendrai ce qu'il y a au milieu et c'est tout simplement, ce sont des astuces, et c'est tout simplement quoi? C'est l'achat de matières premières, plus ou moins la variation de stock de matières premières et tous les autres achats et charges externes. Ok? Après avoir calculé la valeur ajoutée, qui représente toute la richesse créée par l'entreprise, nous allons interpréter et calculer ce qu'on appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation / IBE, insuffisance brute d'exploitation, car lorsque nous calculons l'EBE et qu'il est négatif, nous ne pourrons plus parler d'excédent, mais on parle d'insuffisance. Il faut savoir que l'EBE est un état de gestion, est un solde qui a été privilégié par la comptabilité. Pourquoi? Parce que on va voir que c'est le solde de départ du calcul de la CAF. Alors, l'EBE nous permet d'interpréter, de comprendre, de calculer et d'analyser la performance économique de l'entreprise. Ok? La performance purement économique. Alors, il est aussi important parce qu'il est le solde qui permet de comparer les entreprises du même secteur d'activité. Donc, pour pouvoir comparer deux entreprises du même secteur d'activité, nous n'allons pas comparer leur rentabilité, donc le résultat net, ok, mais nous allons calculer leur EBE. Et je vais expliquer après pourquoi. Parce que tout simplement, il fait abstraction, ok, abstraction faite dans le calcul de l'EBE, on fait abstraction de la politique d'investissement, de la politique de financement, de la politique de fiscalité, de la politique de tout ce qui est événement exceptionnel. Ok? Donc, lorsque je veux comparer deux entreprises qui sont dans la production, qui sont dans le textile, ok, et qui fabriquent les mêmes produits, je dois comparer leur EBE et pas le résultat net. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait qu'une entreprise soit financée par l'emprunt et donc ait des charges d'intérêt très importantes. Ok? Lorsque je vais comparer le résultat net, l'entreprise A qui est autofinancée aura un résultat beaucoup plus important, forcément, que l'entreprise B. Pourquoi? Parce qu'elle a des charges financières importantes. Ok? Mais dans 2-3 ans, cette entreprise aura remboursé son prêt et finalement, on verra que son résultat net est beaucoup plus important. Et donc, finalement, sur le plan économique, elle était beaucoup plus performante. Ok? Une entreprise, cette même entreprise A et B, on va voir que l'entreprise A a un résultat beaucoup plus important net, beaucoup plus important que l'entreprise B. On va se dire, oui, elle est meilleure. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Cette entreprise de textile avait un terrain, je ne sais où, qui ne faisait pas partie de son activité principale et qu'elle a cédé. Elle a dégagé une plus-value sur cette cession. Et donc ça a fait que finalement son résultat a été beaucoup plus valorisé et donc il paraît meilleur, mais sur le plan économique et sur le plan de l'activité réelle de l'entreprise B demeure meilleure et permet de dégager plus d'excédents bruts d'exploitation. Donc c'est pour cette raison qu'attention, pour pouvoir comparer des entreprises du même secteur d'activité, il faut toujours qu'on se base sur l'excédent brut d'exploitation. Et il est égal à la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation moins impôts et taxes moins les charges personnelles. Et quand je dis charges personnelles, c'est les salaires et les traitements. C'est les charges relatives au personnel, les charges salariales, plus les charges sociales.
Dans les charges de personnel, il y a les salaires et les traitements. Il y a les charges salariales et les charges sociales. Lorsque ce résultat est positif, nous parlons d'excédent brut d'exploitation. Lorsqu'il est négatif, on le remplace et on met insuffisance brute d'exploitation. Chers étudiants, faites très attention. Les soldes intermédiaires de gestion sont liés. Le résultat de chaque solde permet de calculer le solde qui vient après. Donc faites très attention pour ne pas faire d'erreur. Alors, nous arrivons enfin à calculer notre résultat d'exploitation. Et il correspond au résultat dégagé par l'activité principale de l'entreprise. Ok? Le résultat d'exploitation, c'est le résultat dégagé par l'activité normale de l'entreprise. Et il permet de mesurer la performance commerciale et industrielle à la fois. Ok. Il est égal à l'EBE ou l'IBE plus autres produits d'exploitation, bien sûr, plus les reprises d'exploitation, moins autres charges d'exploitation, moins les dotations d'exploitation. Ok? Et là, j'ouvre une petite parenthèse. C'est le premier point de contrôle de vos états de solde de gestion. Lorsque vous arrivez au résultat d'exploitation et que vous le calculez, s'il vous plaît, prenez votre CPC, votre compte de résultat. Faites le total des produits d'exploitation moins le total des charges d'exploitation. Généralement, ce sont des informations qui sont données. Et vous le comparez. Si mon total produit d'exploitation moins mon total de charges d'exploitation ne correspond pas à ce que j'ai trouvé, ça veut dire que j'ai fait une erreur. J'essaie de la rectifier. Ok? Donc le résultat d'exploitation exprime le résultat dégagé par l'activité normale et propre à l'entreprise. Il mesure à la fois la performance commerciale et industrielle, ok, et il permet de savoir donc quel est le résultat dégagé par cette activité. Après le résultat d'exploitation, nous allons calculer le RAC, ce que j'appelle moi en abréviation le RACAI. C'est le résultat courant avant impôt. Alors c'est un résultat qui intègre au résultat d'exploitation le résultat dû aux opérations financières. Donc il est égal au résultat d'exploitation plus ou moins le résultat financier. Et le résultat financier ne peut être que le fruit des produits financiers moins les charges financières. Si les produits financiers sont supérieurs aux charges financières, j'aurai un résultat financier positif que j'additionnerai. Et si mes charges financières sont supérieures à mes produits financiers, mon résultat financier sera négatif et je vais le soustraire au résultat d'exploitation pour me donner le résultat courant avant impôt. L'avant-dernier solde que je vais calculer, c'est le résultat non courant, qu'on appelle le résultat exceptionnel, et qui est tout simplement le résultat dû aux activités non courantes, aux activités exceptionnelles de l'entreprise. Et il est égal au produit exceptionnel non courant, donc non courant, moins mes charges exceptionnelles, appelées charges non courantes. J'essaie de donner les appellations des deux comptes, que ce soit les appellations selon le plan comptable français ou les appellations selon le plan comptable marocain. Ok? Donc, et le dernier solde que nous allons calculer, c'est le résultat net. Ok? C'est le même résultat que nous trouvons dans notre compte de résultat, qui est la somme des produits moins la somme des charges. Et donc, à partir de tout ce que nous avons énuméré, qu'est-ce qui nous reste?
c'est le résultat courant avant impôt, qui regroupe le résultat d'exploitation et le résultat financier, plus ou moins le résultat exceptionnel, moins l'IS, impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices, moins la participation des salariés. Ok? Et lorsque nous le calculons, encore une fois, c'est un point de contrôle, nous le comparons avec le résultat net que nous avons au niveau de notre CPC, de notre compte de résultat, et il faut que ça soit la même chose. Donc, nous avons vu comment est-ce que on peut décortiquer un compte de résultat à travers un certain nombre d'états de solde de gestion, de solde intermédiaire de gestion, et nous avons vu que chaque solde a son interprétation comptable, économique ou financière, et donc à partir de là, nous pouvons calculer un certain nombre de ratios qui vont nous permettre de déterminer et d'analyser la performance de l'entreprise. Nous pouvons par exemple calculer le taux de marge et donc on va rapporter notre marge, le taux de marge commerciale, notre marge par rapport à notre chiffre d'affaires, ou encore le taux de marge brute, et nous allons calculer, c'est notre excédent brut d'exploitation divisé par notre chiffre d'affaires, comme on pourrait calculer notre rentabilité économique ou encore notre rentabilité financière. Cette analyse du compte de résultat et donc du compte de produits et charges ne peut se limiter à cela. Nous allons la compléter par le calcul de la CAF, la capacité d'autofinancement. Alors la capacité d'autofinancement, c'est un surplus monétaire, ok? C'est un surplus monétaire dégagé par l'entreprise, ok? Avant rémunération des associés, et c'est ce qui lui reste pour s'autofinancer. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite que lorsque je soustrais de la CAF les dividendes, qui est la somme d'argent, la partie du bénéfice distribué aux associés ou aux actionnaires, donc CAF moins dividende me donne l'autofinancement. Ok? Donc, la capacité d'autofinancement, c'est la capacité de l'entreprise à s'autofinancer. C'est un surplus monétaire dégagé à partir de son activité et qui lui permet de rémunérer ses associés ou actionnaires à travers les dividendes et qui lui permet de se rémunérer elle-même à travers les dotations aux amortissements ou les réserves. Et donc, c'est là aussi, on va voir lors d'un prochain chapitre, la répartition du bénéfice et comment elle se calcule et comment est-ce qu'elle se comptabilise. Et c'est à partir de là qu'on va voir, lorsqu'on prend la CAF et on soustrait les dividendes, on peut comparer l'autofinancement aux dividendes. Si les dividendes sont beaucoup plus importantes parce qu'on parle d'un dividende, sont beaucoup plus importants que l'autofinancement, on pourrait dire que l'entreprise a opté pour l'enrichissement de ses associés. Pourquoi? Parce que elle a son résultat net et au lieu d'opter pour la dotation aux réserves, okay, elle a préféré distribuer plus de dividendes et donc enrichir ses salariés, ses actionnaires. Alors que si une bonne partie du bénéfice n'est pas distribuée sous forme de dividendes, elle va rester sous forme de réserve pour l'entreprise et donc l'entreprise a opté donc pour une politique d'autofinancement et cet argent lui permettra de financer des investissements futurs. Après avoir expliqué ce que c'est que la CAF, je vais vous montrer comment est-ce qu'on la calcule. La CAF est calculée à partir de deux éléments. On la calcule soit à partir du résultat net, et donc c'est ce que nous appelons la méthode additive, où nous pouvons la calculer à partir
de l'EBE et c'est ce que nous appelons la méthode soustractive. En général, les étudiants ont du mal à mémoriser, pour ne pas dire apprendre, parce que je suis contre ce mot, on n'apprend pas des formules, on les comprend, on les mémorise et on les applique. Ont du mal à mémoriser la formule de la CAF, que ce soit à partir de l'EB ou à partir du compte de résultat, parce que c'est résultat, moins, plus. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces. Nous allons pouvoir, je vais vous montrer comment calculer la CAF avec une formule qui comprend une seule phrase. Ok. Je vais devoir effacer une partie du tableau. Je vais effacer la partie du haut pour garder EBE et résultat. Alors, la CAF, soit à partir. Alors, je vais prendre plus d'espace, je vais utiliser toute la largeur du tableau. À partir de l'EBE, soustractive, et à partir du résultat. Donc, je vais mettre EBE plus tous les produits réellement encaissables, moins toutes les charges réellement décaissables. Et à partir du résultat, la méthode additive, je mettrai résultat plus toutes les charges fictives moins tous les produits fictifs. Et je m'explique. La capacité de l'entreprise à s'autofinancer, le surplus monétaire, ok, dégagé par cette entreprise. On parle de surplus monétaire. Dans un compte de résultat, il y a des charges et des produits qui ne sont pas transformés en flux entrant pour les produits de trésorerie ou pour les charges en flux sortant de trésorerie. C'est-à-dire que dans les produits, il y a des produits fictifs, non encaissables, comme la reprise sur provision. Qu'est-ce que c'est qu'une reprise? Je vais faire un cours sur les provisions pour dépréciation et donc automatiquement nous allons traiter les reprises. Une reprise sur provision, c'est lorsque l'exercice précédent, j'avais comptabilisé une provision pour dépréciation, soit d'un compte client, soit d'une valeur mobilière de placement, soit d'un terrain, soit d'un fonds commercial, ok, et que cette année, alors la provision pour dépréciation, c'est une perte de valeur qui n'est pas jugée irréversible. C'est une perte de valeur probable qui peut être ajustée. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un terrain que j'ai acheté à 1 million de dirhams. Pour une raison ou une autre, on me dit que ton terrain, au 31/12, je ne l'ai pas cédé, je ne l'ai pas vendu, je l'ai toujours, mais je dois valoriser mes biens par rapport à leur valeur actuelle. Et le principe de prudence me dit attention, il faut comptabiliser toutes les charges, même celles probables. Ok? Nous allons comptabiliser toutes les moins-values, même celles probables. Principe de prudence. Et donc, je vais voir, je consulte un spécialiste et il me dit il y a le TGV qui va passer à côté,
ou sur la limite de votre terrain, le TGV qui reliera Casa à Marrakech. Et donc il y a une partie qui sera touchée où il va passer à côté. Vos terrains risquent de perdre de la valeur. Ok? Il est estimé aujourd'hui à 800 000 dirhams. Donc, au 31/12, je n'ai pas encore vendu mon terrain à 800 000. Je n'ai pas réalisé de perte sèche, de perte certaine de 200 000. Mais c'est une perte qui est estimée, qui est probable. Je vais la comptabiliser. Ok? Dans un compte de provision pour risque, dans un compte de provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Ok? L'année d'après, on a construit les rails à 50 mètres de mon terrain et finalement, ils ont mis une station d'arrêt. Mon terrain prend plus de valeur parce que je pourrais mettre une activité commerciale là-bas. Et je l'ai estimé à 1,4 million. Ok? Je n'ai pas vendu, je n'ai pas réalisé de plus-value. Mais, qu'est-ce que je dois faire? Je vais devoir annuler la provision. Ok? Les 200 000 dirhams que j'avais comptabilisés comme provision par une reprise. Et donc, c'est ce qu'on appelle les reprises. Ok. Qui sont des produits non encaissables. Comme l'opposé, les amortissements et les provisions pour risques et charges, et les provisions en général pour dépréciation, qui sont des charges non décaissables. Donc, à partir de l'EBE plus tous les produits réellement encaissables, je mettrai Astérix là et double Astérix là. Astérix, tous les produits réellement encaissables, sauf les produits fictifs. Double Astérix, sauf les charges fictives. Et je viens ici et j'explique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les charges fictives? Il y a les dotations, toutes les dotations, aux amortissements et aux provisions. Et il y a la valeur nette comptable, la VNC, la VCEA, la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés. Et dans les produits fictifs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement les reprises et le PCEA, les produits sur cession d'éléments d'actifs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon compte de résultat, je prends mon compte de produits et charges. Quel est le dernier élément au niveau des produits que j'ai pris dans le calcul de l'EBE? C'est les subventions d'exploitation. Je viens au-dessous des subventions d'exploitation, je tire un trait et je descends. Je descends. Après les subventions d'exploitation, qu'est-ce que je peux avoir? Ok? Quels sont les éléments? J'énumère tous les produits et je prends tous les produits que j'ai, sauf les reprises, qu'elles soient d'exploitation financière ou exceptionnelle non courante, tous les produits, sauf reprise et sauf PCE. Les charges. Je suis dans mon compte de résultat, je suis dans la partie des charges. Quelle est la dernière charge que j'ai prise en considération dans mon calcul de l'EBE? Impôts et taxes, et juste après, charges de personnel. Il y a les salaires, il y a les traitements. Donc, il y a les charges salariales et il y a les charges sociales. Je mets un trait au-dessous de mes charges sociales et je descends sur tout. Là, je descends sur toutes les charges. Je prends toutes les charges, à l'exception des dotations, qu'elles soient d'exploitation financière ou exceptionnelle, et à l'exception de la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés. Je vous parle d'une présentation, lors d'une présentation du compte de résultat en colonne. Ok? Lorsque vous avez un compte de résultat en partie, produits d'exploitation, charges exploitation, produits financiers, charges financières et produits non courants, charges non courantes, vous faites la même chose, vous ne comparez pas en colonne, mais vous prenez les produits à part et les charges à part. Et donc, tout ce que je n'ai pas pris dans le calcul de ma carte à partir de l'EBE, je le prendrai
dans le calcul de ma CAF à partir de mon résultat, sauf que là, je vais réintégrer toutes les dotations, donc toutes les charges exceptionnelles qui m'avaient finalement réduit mon résultat et qui sont des charges non décaissables, et je vais déduire de cela tous les produits fictifs qui avaient augmenté mon bénéfice. Et donc, toutes les charges fictives, donc les dotations, ok, moins tous les produits fictifs, donc les reprises. Donc ça, c'est mon résultat net, plus toutes les charges fictives, moins tous les produits fictifs, et nous trouvons le même résultat, c'est-à-dire que la CAF, par les deux méthodes, a le même résultat. Si le résultat est différent, c'est pour dire qu'il y a une erreur quelque part, il va falloir aller la chercher. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Je vous invite à poser des questions si nécessaire. Si vous voulez des applications, des exercices, cela existe sur Internet avec même des corrigés. Mais je vous invite à faire l'exercice et aller par la suite vérifier son corrigé ou faire l'exercice, me l'envoyer, je vous le corrige, je vous l'explique si besoin. J'espère que le message est passé. On a fait le tour. Pour pouvoir compléter le diagnostic financier, comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir réalisé l'analyse du compte de résultat par les soldes intermédiaires de gestion, il est très important de calculer des indicateurs de performance. Ok, il existe plusieurs et chaque entreprise, il y a des indicateurs, il y a des ratios qui sont importants à calculer et qui sont généralisés par toutes les entreprises, et les dirigeants de l'entreprise peuvent calculer des ratios différents des autres en fonction de leurs besoins d'analyse. Je n'ai qu'à vous espérer longue vie à nous tous. Bonne chance, restez chez vous, maintenez votre confinement et vos moyens de contrôle sanitaire. J'espère que le monde sera meilleur dans pas très longtemps. Je compte sur vous. À très vite pour un prochain cours. À bientôt les amis. Bonne fin de journée.